J'ai jamais douté de mon football. Jamais. Et jamais je douterai. Je sais et je connais. Affronter tout type de situation, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Parce que j'ai joué aussi au Maroc, j'ai joué en Grèce, j'ai fait ici quelques clubs nationaux. Donc, j'ai toujours cru en mon rêve. Toujours. J'ai dit non, un jour, je vais atteindre ça. Totalement dedans, les amis. J'espère que vous allez bien. Nouvelle édition, nouvel invité. On va rester dans le monde du football, mais aujourd'hui, on a un autre profil. Promis de plus être vulgaire, j'ai changé d'avis lorsque j'ai vu le trait. Je laisse un blanc quand je n'ai plus d'air. Je suis à l'aise dans ma tête et dans mes bulles d'air. Monsieur Reda, comment Ça va? va? Tu vas bien? Très très bien, et toi? Ça va. Bienvenue. Merci déjà de nous faire justement cet honneur de pouvoir te présenter dans Totalement dedans aujourd'hui. Pourrais-tu déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter qui es-tu et que fais-tu? Je m'appelle Ali Azil et je suis coach en D2 à Akren-les-Cygnes. Ok, très bien. Aujourd'hui, les amis, on a un coach. La dernière fois, on avait un agent. Donc aujourd'hui, on va avoir la vision d'un coach. Changer un peu. Let's go. Hey, les mots deviennent des coups, des culs. Play la madrasse des culs. Merci. Me dérange pas, je suis au cul. Comme merci d'être venu. La route, Merci ça a à été, toi. avec cette Ouais. chaleur. Longue route, hein? Et la chaleur, ça va, c'est supportable. Ouais, ça va, on profite plutôt de cette chaleur. On a perdu l'habitude. Mais déjà, je pense que je vais déjà commencer par te poser une petite question, je pense, qui est essentielle. C'est, tu es coach. Moi, je t'ai connu aussi, tu étais joueur. Mais le truc commun des deux, c'est le football. C'est l'amour du football, cette passion. Tu peux nous dire un peu d'où t'es venue cette passion? Ben, de base, je suis né ici, en Belgique, mais j'ai grandi au Maroc. Mon papa m'emmenait souvent voir une équipe au Maroc, qui est le CAC Kenitra. Ok. C'est un grand club au Maroc. Et du coup, quand j'étais jeune, comme ils ont un gros public, c'est un public passionné, je passais mon temps à regarder le public que le match. Et du coup, la passion est venue de là. Et c'est pour ça que je suis un passionné. Et, voilà. C'est encore un club qui est actif en D1 au Maroc là maintenant? Non, là ils sont en division 2, mais la passion n'a pas changé. Ton père aussi joue au foot? Mon père était dans un comité, Dans un comité. notamment du CAC Kenitra. Ok, donc c'est dans le sang, quoi. Exactement. Ok, ben écoute, comme je dis à chaque fois aujourd'hui, on va éventrer le boa, on va en savoir un peu plus. Let's go. Donc là, je pense avant de commencer, ce serait très important pour moi d'abord de parler de ce que tu as fait jusqu'à présent. Donc on va commencer par les titres. Tu as été champion en P1 l'année passée, où tu as fait le doublé avec le Sporting Bruxelles. Donc vous aviez été champion de P1, invaincu en plus de ça pendant la saison, plus champion de la Coupe de Brabant aussi. Et ici, je vois que pendant 5 matchs de Coupe de Brabant, vous avez eu la meilleure défense, meilleure attaque aussi, de toute la coupe ou juste... Du championnat, meilleure défense, Mhm. meilleure attaque du championnat. Et la Coupe de Brabant, il y avait 5 matchs, on les a gagnés. C'est comme ça qu'on a fait le doublé. 3 ans meilleure défense, Ouais. une fois meilleure attaque. Et au niveau des distinctions personnelles, ici je vois meilleur coach de P1. C'est la saison où tu as été champion forcément. Et aussi révélation de l'année, étoile du football. Exact. Tout ça à moins de 30 ans. Bon, ok, donc on a quelqu'un aujourd'hui. Moi maintenant j'aimerais que tu nous expliques d'abord cette passion de coach. Elle était venue d'où? Ben, déjà quand j'étais en Grèce, j'avais un coach qui était vraiment incroyable. J'ai jamais vu ça. Ok. Niveau tactique, j'ai beaucoup appris de lui, énormément, C'était en quelle division en Grèce? en division 3. Division 3, ok. Donc j'ai beaucoup appris de lui. Je rentrais à l'hôtel, je notais. Je discutais beaucoup avec le T2 parce qu'il parlait français. Et c'est comme ça que je me suis dit que je pense que je vais devenir coach plus tôt que prévu. Parce que déjà, en étant jeune, je voulais devenir coach. Mais je me dis, je vais d'abord avoir une carrière basique jusqu'à mes 36-37 ans. Et puis, après ça, devenir coach. Et je ne pensais pas aussi jeune, mais la vie a fait que. Et c'est à quel âge exactement que tu as eu ce déclic? Où tu t'es dit, là, le foot pour moi, c'est fini. Maintenant, moi, c'est le coaching qui va m'intéresser. On va dire à 23 ans. Pourtant, je jouais à ce moment-là en D3 amateur. J'avais des propositions en D2 amateur, D amateur.
Et c'est là où j'avais la proposition d'être T2 et analyse vidéo à Tubize en D2 en équipe première. C'était un choix très difficile, vraiment très difficile. Mais je pense que j'ai pris la meilleure décision. Mais, parce que tu dis que tu as eu la proposition de devenir analyste vidéo. Tu avais déjà fait tes études de coach avant ou d'analyste vidéo ou pas du tout? Analyse vidéo, pas du tout. Analyse vidéo, pas du tout, mais je bossais beaucoup sur ça déjà à la maison. Déjà quand j'étais joueur, j'étais quelqu'un qui bossait énormément. Okay. J'étais à la recherche, j'essayais de comprendre, déjà très jeune, comprendre les mouvements, comment défendre, comment attaquer, beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer comme ça. Mais oui, je me suis dit que, allez, c'est le moment. C'est vraiment le moment. Et c'est pour ça que je me suis lancé. J'ai accepté cette proposition de Tubize d'être dans T2 et analyse vidéo. Et j'ai beaucoup appris aussi de cette expérience-là, parce que tu as quand même des gros joueurs. Tu avais, de cette série-là, Ismaël Omari, qui est un super joueur, Philippe Liard, Naïm Arabe. Vraiment un bon groupe. Et du coup, à 23-24 ans, des fois, donner une séance d'entraînement à ces joueurs-là, ça doit être quelque chose. Hein. Ça doit être quelque chose. Il faut être prêt, surtout. Ouais. Et savoir se faire respecter aussi, parce que c'est souvent des joueurs qui étaient plus âgés que toi. Beaucoup même. Philippe Liard, à ce moment-là, je crois qu'il avait 34, 35. Ismaël Omari à la trentaine. Mais voilà, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours respecté. Ça se passait bien. J'ai beaucoup appris de cette expérience à Tubize. Ok. Pourrais-tu maintenant nous expliquer, on va dire, tes débuts en tant que coach? Comment ça commence? Tu vois, genre, tu nous as dit que la première fois où tu as vraiment travaillé dans un staff, c'était à Tubize, comme analyse vidéo. Donc, essaye de nous raconter, on va dire, ta première fois. Comment elle s'est passée? À Tubize. À Tubize, ouais. La première séance, le coach m'appelle, il me dit écoute, cet après-midi, c'est toi qui donneras la séance. Ok. Ça m'a fait quelque chose parce que je ne m'attendais pas. Ah, tu as donné la séance d'entraînement? Des fois, je donnais des séances d'entraînement. Okay. Je prenais des groupes, je donnais des séances d'entraînement. Tu ne t'y attends pas. Ça s'est bien passé, franchement. De base, je suis quelqu'un qui a confiance en moi. Donc, j'ai aucun problème à. J'ai ce truc où j'ai confiance en moi. Même quand j'étais joueur, j'avais confiance en moi. En tant que coach, j'ai confiance en moi. Donc, j'avais pas de problème. Après, voilà, tu apprends aussi certaines choses. Tu apprends certaines choses parce que tu écoutes les remarques à ce moment-là du T1 où certains joueurs, ah, ça c'était bien, ça c'était moins bien, etc. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute. J'aime apprendre. Et voilà. Après, pour en venir aussi à la Grèce, j'ai beaucoup appris de ce coach. J'ai beaucoup appris des coachs que j'ai eus, même en tant que joueur. Mais je l'ai mis à ma sauce. J'ai mis à ma sauce parce que j'ai eu la chance aussi d'aller en stage dans des gros clubs à l'étranger, en Allemagne et en Hollande et d'autres pays. J'ai eu la chance de discuter avec beaucoup d'autres coachs. Et du coup, je prends des idées. En fait, à chaque fois. Mais j'ai mon football et je prends ce qui m'intéresse. Donc, même mon football est clair. Je sais ce que je veux. Et donc, il y a la phase Tubize. Oui. Juste après, je pense que tu fais un petit passage à Saintes. Exactement. Avant d'aller à Forêt. Et ce passage à Saintes, c'était une expérience incroyable parce que j'étais T2, 24 ans. Saintes, c'est bien le club qui est en P1, hein, c'est ça? Hein? Exactement. À ce moment-là, ils étaient en P2. C'était en P2, ok. Donc, je suis T2. On est dernier. On perd, je me rappelle, je n'ai jamais oublié ce match-là contre Chastres. On prend une gifle. Et le président m'appelle et il me dit voilà, je veux que tu prennes le poste. Et il me fallait quelques jours de réflexion. Encore une fois, moi je suis quelqu'un, je fonce. Et j'ai pris cette chance, cette opportunité. Et on gagne les 5 matchs qui suivent. Quand en P2 tu fais 15 sur 15, ça y est, le reste, ça se déroule, quoi. Donc le club n'a pas eu de difficultés ou de problèmes à se maintenir. Donc voilà. Ok, donc après Saintes vient Forêt. Oui. Où tu arrives carrément à redresser le club. Parce que là, on en a tous parlé. Il n'y a pas un qui peut dire qu'il n'en a pas entendu parler. Même moi, qui n'étais plus trop dans le football à ce moment-là, je pense, j'en ai entendu parler et c'est là que j'ai découvert que tu étais coach. Ok. Forêt, on a toujours connu Forêt comme un club qui joue toujours les bas de tableau, des trucs comme ça, tu vois.
Et bizarrement, toi, tu reprends le club et vous terminez 5e meilleure défense aussi. 5e meilleure défense, exactement. Déjà, de 1, je remercie la direction, le président de m'avoir fait confiance parce que à ce moment-là, j'ai 25 ans. Qui à 25 ans va te faire confiance maintenant, en Belgique? Très compliqué. Ils m'ont fait confiance. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. C'est vrai qu'ils sortaient d'une mauvaise saison parce que je pense de quelques points, ils allaient descendre. Ils avaient pris plus de 90 buts. C'était vraiment catastrophique. Et ils m'ont fait confiance parce que je suis venu avec une vision de football qui est peu commun en provincial. Et ils m'ont quand même suivi. Malgré que des fois, le président me disait c'est quand même risqué, pour la P2. Ce style de jeu surtout. Exactement. Mais j'ai cru en moi. J'ai su transmettre ça aux joueurs. De qu'est-ce que je voulais réellement. Et on fait une saison magnifique. On fait vraiment une saison magnifique. Jusqu'à présent, j'ai encore des bons contacts avec quelques joueurs, avec le président, avec le comité du club. J'ai vraiment un bon lien avec eux. Et on fait vraiment une saison inoubliable. Et c'est ce qui fait que quand on se voit dans la rue, on a encore ces souvenirs-là, en fait. On partage encore certaines choses. Ah, tu te rappelles, tel match. Des fois, on sort souvent ce match-là, on joue contre Amici, son premier. Il tape tout le monde, ils viennent chez nous. Il y a 8 absents, 7 absents titulaires, et on gagne le match 1-0. Et du coup, c'est des souvenirs incroyables. Donc, oui. Franchement, très fort. Parce que c'est fort, mais bon, c'est encore rien comparé à ce qui arrive. Donc, tu fais cette saison-là avec Forêt, puis arrive le moment où tu arrives au Sporting. Sporting Bruxelles, un club très, très, très connu ici sur Bruxelles. Depuis des années, à l'époque, ça s'appelait l'Étoile, c'était l'Étoile marocaine, je crois. Exactement. Puis l'Étoile Bruxelles, je pense, puis ainsi de suite. C'est un club déjà historique, mais qui n'a jamais été plus haut que la P1. Ouais. Toi, tu arrives, première saison, P1, tu finis champion, invaincu. Tu prends la Coupe de Brabant avec aussi, mais surtout avec un style de jeu particulier. Donc, moi, j'ai pu voir que tu faisais partie, je pense, des seuls coachs en P1 qui avaient, si je peux le dire, le cran de jouer comme une équipe de D1. Donc maintenant, j'aimerais juste que tu nous expliques un peu comment déjà tu as fait pour faire que des joueurs amateurs pratiquent un tel football, parce que vous avez quand même joué, je pense, aussi contre Tubize, contre certains clubs nationaux, et il n'y avait pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. On a joué contre RSD Jet, on a gagné 0-3, on a joué contre la Louvière, on a perdu 3-2, on a joué contre Namur, une des amateurs, on a gagné. Donc non, et moi, ça les joueurs, ils savent, moi, j'ai pas de complexe. Du coup, maintenant, toi, en tant que coach, essaye de nous expliquer un peu, c'est quoi ta psychologie? Toi, quand tu prends ton équipe à ce moment-là, surtout quand tu arrives en P1, qu'est-ce qui se passe? En fait, déjà, le président m'explique que le club, ça fait 50 ans qu'il existe et qu'on a ce rêve dans le national. On se bat depuis des années, mais on n'y arrive pas. Donc, j'ai fait des gros sacrifices à ce moment-là. Je ne pars pas en vacances, je reste ici. Donc, j'ai signé, je pense, en mars. J'ai regardé plus de 35 matchs du Sporting. Donc, de la saison passée et de quelques matchs il y a 2 ans. J'analyse tout. La P1, je veux comprendre comment la P1 marche. C'est quoi les failles, c'est quoi les points forts. Je voulais tout savoir. Je voulais vraiment tout savoir et je passais beaucoup de temps. Donc des fois, il fait fin juin, mi-juin, il fait 35 degrés, tu es à la maison en train de travailler jusqu'à 3h du matin, mais parce que j'étais vraiment obsédé d'être champion à ce moment-là. Je voulais rien savoir, c'était vraiment l'objectif, point. Quand j'arrive, première séance d'entraînement, c'est ce que je dis aux joueurs. Les gars, je suis venu pour un seul objectif. Pas 2, pas 3. Je suis ici pour être champion. Point. Parce que le club, ça fait 50 ans qu'il est en provincial. À un moment donné, il est temps de passer ce cap-là. Et ce sera historique pour le club. Et on est là pour écrire l'histoire, justement. Donc, je leur montre toutes les failles de la P1. Voilà, la P1, c'est ça. Les points forts, c'est ça. Et nous, il faut qu'on fasse ça. Donc, les entraînements, c'était filmé par drone, caméra, tous les jours. Et c'est là où vraiment je félicite les joueurs. On passait des 4 heures au centre d'entraînement. 4 heures, ça veut dire, des fois, on faisait même 1h30 de séance vidéo. 1 heure séance vidéo. Et les joueurs, c'est là où je les félicite parce que c'est des joueurs amateurs. Ils ont une vie de famille, ils ont un travail. Ils ont vraiment fait des sacrifices et ils m'ont suivi dans ma folie. C'est ça ce qui a fait qu'on a été invaincus. Et du coup, on s'entraînait pratiquement tous les jours. Vraiment tous les jours. Et tous les jours, séance vidéo, entraînement, on enchaîne, on répète les mouvements.
des longues séances. Le club m'a suivi et les joueurs m'ont suivi. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. Malgré que, voilà, le Sporting Bruxelles, c'est un club, comme tu as dit, connu à Bruxelles, tu as des critiques. Ouais, mais on joue contre Jet, on joue contre des équipes, on essaie de pratiquer un certain type de football. Et des gens, ils te prennent pour un fou. Mais ce gamin-là, il a 26 ans, il compte vraiment jouer comme ça en P1. Il va prendre des gifles. Mais moi, ça me donne encore plus confiance. C'est un truc, ça m'a encore boosté fois 10. Je dis, ah ouais, ben, je suis qu'un têtu. Je vais continuer encore. Et j'ai insisté. Et je me rappelle les deux premiers matchs de championnat, ben, on fait match nul contre Kosovo chez eux. Et puis contre Stade des Rois chez eux, mais on a 11 et eux ils sont à 9. Et du coup, je vois tout le monde doute. Et en fait, c'est ce que je dis aux joueurs. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et du coup, j'ai vraiment insisté. Je ne changerai pas mon fusil d'épaule. On va continuer sur ce qu'on fait. Et du coup, on a enchaîné des victoires. Et encore une fois, en janvier, c'est le football. Ce que j'entends, ah, mais ils vont pas tenir. Hein. Après 3 mois, il est d'or, ce coach-là. Déjà début de saison. Il ne va pas tenir 2 mois ou 3 mois, il sera d'or. On gagne, première tranche, on arrive janvier. Ouais, mais janvier, il ne va pas tenir. Il va être d'or. Il va perdre quelques matchs, les joueurs ils vont lâcher. On arrive février, mars, on est champion. Ah, mais en D3, des terrains compliqués à l'extérieur. Mais ils vont vite descendre, le Sporting Bruxelles. Et le coach, il n'a pas d'expérience. Donc, ils ne vont pas tenir. On monte aussi. Coupe de Brabant en finale, Saint, ils sont champions. Ouais, mais Saint, ils vont les taper. Ils sont beaucoup plus forts. Mais moi, c'est ça, quand j'entends ces choses-là, surtout à Bruxelles, mais moi, ça me donne une force incroyable. Moi, je suis quelqu'un, j'aime ça. J'aime la pression. J'aime. C'est un truc. Je n'aime pas ne pas avoir la pression. Sinon, c'est bizarre. Truc, parce que la pression, je me la mets à moi-même d'abord. Pour être performant, j'ai besoin de cette pression-là. Ouais. Et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser beaucoup de choses. Et je voulais aussi insister sur un truc, c'est que moi, j'ai jamais eu peur de perdre un match. Jamais. Donc, moi, ma philosophie, c'est... Moi, ma crainte, avant les matchs, le dimanche, le matin, quand je me lève, c'est le jeu. Est-ce qu'on va bien jouer? Quand je dis jeu, c'est pas nécessairement avoir la balle ou la possession. Non. C'est maîtriser un match défensivement, offensivement. Comment on va agir, comment on va réagir. Et moi, c'est ça ma crainte avant les matchs. C'est comment on va jouer. Perdre, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Mais quand tu gagnes sans ADN, sans identité, le prochain match, tu n'es pas sûr de gagner. Exactement. Mais quand tu as une ADN, une identité, même quand tu perds le match là, le prochain, tu vas le gagner. Et moi, je pars de ce principe-là. C'est ce que je dis aux joueurs. Oui, perdre, gagner, ça fait partie du football. Il y a même des matchs où on gagne et moi, je suis quelqu'un, je fête les victoires avec mes joueurs. Je ne les fêtais pas. Mais je ne les montrais pas parce que je ne pouvais pas montrer ça aux joueurs parce que on se dit, on a quand même gagné ça. On a quand même gagné un match difficile. Du coup, je ne le fais pas. Donc, je ne montre pas. Je viens, je le félicite. Je félicite les joueurs et puis je pars. Mais je suis comme ça. J'aime la manière. Après, oui, je suis conscient qu'on ne peut pas gagner tous les matchs avec la manière. Encore une fois, quand je dis manière, ce n'est pas nécessairement le beau football. Non. C'est vraiment maîtriser. J'aime maîtriser. C'est un truc que je dois essayer de changer. Des fois, il faut accepter de gagner et que ça soit moche. J'essaie de changer ça, même si c'est compliqué. Mais il faut que je l'accepte. Et c'est un travail que je fais sur moi-même. Okay. Et c'est quoi pour toi la tactique payante? Toi, en tant que coach, c'est quoi ta tactique? En tout cas, bon, on va pas dire ta tactique parce que bon, tu dois quand même garder pour... D'accord. Les saisons passées, quand tu as été champion, parce que tu l'as très bien dit, on t'a critiqué, ça t'a boosté. C'est un peu, on va dire la phrase de Kylian qu'on connaît, hein, t'es pas content, triplé. C'est un peu ce que tu as fait. Donc, tu as été champion en P1, double champion, et tu as fait la montée en D3 amateur. Avec quel jeu? Avec quelle façon de jouer? Moi, après, j'étudie beaucoup l'adversaire. Okay. Mais, allez, honnêtement, quand je joue un match, peu de gens le savent, mais des fois, on joue un match, on a 6 tactiques ou 5 tactiques. On a 8 manières de sortir du pressing, on a 10 manières de sortir du pressing, et les joueurs, ils les connaissent tous. C'est le pire. Tu vois ce que tu dis là? C'est fort. Pourquoi? Parce que j'ai regardé quelques vidéos, d'ailleurs des vidéos que tu m'avais envoyées, et j'allais
te poser cette question. Parce que j'ai vu, par exemple, la manière dont tu sors le ballon du gardien. J'ai vu trois façons différentes de sortir. Alors que, bon, on a été footballeur. On sait qu'en général, le coach, même s'il sait comment il veut sortir le ballon de la défense, en général, c'est le même truc. Mais toi, j'ai vu 3-4 manières, et en plus de ça, des jeux en une touche de balle. Disons un peu plus. La répétition, le travail, beaucoup de vidéos, et aussi le comportement de l'adversaire. Le comportement de l'adversaire. Est-ce que les ailiers défendent intérieur, extérieur? Les joueurs, avant que le championnat commence, ils connaissent tous les détails. Okay. Des fois, première année au Sporting, ça a pris plus de temps. Octobre, mi-octobre. Mais ils doivent connaître tous les comportements de l'adversaire. On agit par rapport au comportement de l'adversaire. Ok, tu joues. En fait, c'est un jeu défensif, on va dire. Non. Parce que si tu t'adaptes à l'adversaire, à la façon dont l'adversaire attaque, c'est que dans un premier temps, tu es défensif et puis tu attaques, non? Non, c'est ça qui est contradictoire. On a la meilleure défense. Enfin, j'ai la meilleure défense depuis 3 ans. Ouais. Et 90% des matchs, 85% des matchs, on les a dominés. Ok. La plupart des matchs, on domine. Après, oui, il y a des matchs où je décide qu'on ne dominera pas. Mais la plupart des matchs, on est dominant. J'ai la balle. Mais il y a certains matchs, encore une fois, je m'adapte, oui, où je sens qu'il faut qu'on leur laisse la balle. Mais voilà, tout se fait par rapport à l'adversaire, comment il agit. Tu peux pas... Oui, il y a nos principes. Les principes ne changent pas. Mais il y a le comportement de l'adversaire, ça c'est hyper important. Donc c'est pour ça que je dis des fois, voilà, on a beaucoup de manières de sortir du pressing, beaucoup de manières de presser, beaucoup de manières dans les zones d'infiltration. Pour moi, tout ça, les joueurs, il faut qu'ils le savent, il faut qu'ils connaissent. Mon joueur direct se comporte de telle manière, je me comporte comme ça. Le joueur adverse se comporte de cette manière, je me comporte différemment. Et il faut qu'ils connaissent ça. C'est pour ça que le joueur de maintenant doit être intelligent. Du coup, tu me permets d'embrayer sur une question que j'avais pendant que tu parlais, en plus c'est bien. Quand tu dis que le joueur d'aujourd'hui, tu as dit le joueur doit être intelligent. Toi justement, quand on voit un peu ton parcours, tu as joué avec des joueurs, enfin, tu as eu sous tes commandes des joueurs amateurs. Des joueurs avec lesquels tu as fait le passage de P1 à D3 amateur. Bon, je pense qu'il y a déjà une certaine différence entre les deux championnats. Vu aussi la tactique que tu apportes, qui est une tactique qui est un peu plus... qu'on trouve plus dans les catégories professionnelles. Maintenant, comment toi tu fais quand tu dois diriger un joueur qui a toujours été en amateur et inculquer une tactique pareille? Parce que moi, de ce que j'ai vu, ouais, c'est vraiment un truc qui est très avancé. Et tout le monde n'a pas forcément la capacité de le faire, surtout quand tu n'as pas eu vraiment, on va dire, une formation de base, comme on dit, tu vois. C'est vraiment très compliqué. Mais il faut beaucoup de communication. Et il faut donner confiance aux joueurs. Il faut vraiment donner confiance aux joueurs. Mais comment tu fais déjà pour instaurer aussi cette relation avec le joueur, en plus de ça? Comment tu fais en fait justement pour faire en sorte que ce joueur, qui était de base un joueur amateur, que tu en fasses un joueur justement qui pourrait carrément même jouer beaucoup plus haut? Moi, j'ai ce truc où j'aime faire progresser les joueurs. Okay. Je m'occupe. C'est ce que je dis à mes joueurs quand la saison commence, c'est oui, on a les objectifs du club, mais je veux aussi vous évoluer. Moi, j'aime pas voir un joueur stagner. Il y a des joueurs, tu le vois, allez, j'allais citer des noms, mais des joueurs adverses, mais tu joues contre une équipe le mois d'octobre, tu rejoues la même équipe en mois de novembre, au mois de février ou mars, rien n'a changé. Et tu dis, mais en fait, comment ça se fait? Des fois, je sais ce que je dis à mon T2 des fois en plein match, c'est mais ce joueur-là, il est terrible. Mais pourquoi il n'a pas changé? Donc il y a quelque chose qui a manqué. Peut-être que le coach n'insiste pas sur le changement, peut-être qu'il n'y a pas assez de travail. Et quand tu dis changer, tu parles de quoi précisément à ce moment-là? Il peut plus évoluer. Ah ok, au niveau de exactement, peut-être il y a des joueurs, je vais donner un exemple d'un milieu défensif que j'ai en tête mais que je ne citerai pas, adverse, il est bon, il relaie bien les choses, mais pour moi c'était un joueur où il pouvait plus aller de la deuxième ligne, s'infiltrer, mais il ne le faisait pas. Il le fait pas. Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Peut-être qu'on ne lui donne pas confiance, peut-être qu'on lui dit de rester là, mais le gars, s'il le fait, il peut tuer une équipe, parce qu'il a cette qualité-là de base.
Donc, si tu l'évolues juste un peu, bah, ça peut être tranchant pour toi, pour ton équipe. Ça peut donner un plus, quoi. Donc, moi, ça me tient à cœur de faire évoluer et c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos avec des joueurs individuellement aussi. C'est ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on se départageait les tâches. Mon T3 s'occupait de 5-6 joueurs, moi de tels joueurs. Des fois, après le match, ben voilà, vidéo, individuellement. Ça n'a pas été, c'était plus en préparation. Ça n'a pas été, on veut ça. Moi, je pense que tu peux faire ça. Et je suis quelqu'un qui est très proche de mes joueurs. Très, très proche. J'ai un gros lien avec eux. Des fois, ça nous arrive, on s'appelle à 23h minuit pour parler football. Hein. Ça veut dire non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu peux améliorer ça. Ça, tu dois le changer. Ça, c'est terrible. Aujourd'hui, ton match, bien. Aujourd'hui, ton match n'a pas été bon. Je vais rebondir aussi sur un truc, la génération de maintenant, c'est que quand tu dis à un joueur, ton match n'a pas été bon, malheureusement, il y a ses copains qui viennent voir, il y a la copine, il y a le papa. Quand tu lui dis, ton match, il n'a pas été bon. Ah bon? Mon pote qui était là, il m'a dit j'ai fait un bon match. Non, il n'a pas été bon. Donc il y a plusieurs gens qui le conseillent. Et ça devient pour moi problématique dans le football actuel. Et quand tu lui montres les vidéos, regarde ce que tu as fait. Tu as perdu 15 ballons. Quand tu perds 15 ballons, comment tu peux dire que j'ai fait un bon match? Tu ne peux pas dire ça. À part un attaquant, peut-être qu'il te perd 15-20 ballons, mais il te met un triplé. Ah, c'est le seul qui peut peut-être se permettre de fauter, mais s'il te met 3 goals, bah, tu la fermes, quoi. Mais si un milieu défensif te perd 15 ballons, bah sache qu'au moins il y aura au moins un ou deux qui... Sur 15, niveau pro, je pense qu'il y en a au moins peut-être 9 qui sont dedans. Exactement. en amateur, peut-être 1. Ouais, parce qu'il va rater, il va tirer à côté. Ça peut te coûter 3 points, ça peut te coûter beaucoup de choses. Donc, ouais, moi je suis quelqu'un qui est très proche de mes joueurs et je veux qu'ils évoluent individuellement, un par un. J'ai des joueurs... Ils pensent qu'ils sont milieu défensifs. J'ai eu le cas cette année. Mais non, il était back droit, le gars. Moi, c'est ce que j'ai vu. En fin de saison, il m'a remercié. Parce que des clubs de D amateurs le contactaient en tant que back droit. Et donc, du coup, à la fin de saison, il me dit « Ah, mais coach, t'avais raison, je suis pas milieu défensif, je suis back droit. » Oui, mais je te l'ai dit. Fais juste confiance, t'inquiète. Moi, je suis pas là pour je suis là pour t'aider. Ce que je dis aux joueurs, je suis là pour vous aider. Nous, en tant que coach, on a une certaine limite. On est là pour vous guider, vous aider. Le football appartient aux joueurs. Nous, on est là pour les guider. Juste pour les guider, ouais. Exactement. C'est ça. Le football appartient aux joueurs. Il y a des coachs qui se prétendent « Ah non, c'est moi. » Non, c'est pas toi. Oui, ok. Ta tactique, la façon de travailler, etc. Mais si un joueur te dribble 2-3 joueurs, il te met une lucarne, c'est toi qui lui as appris? Non, c'est pas toi qui lui as appris. C'est un truc qu'il a déjà. Peut-être que toi, tu vas faire en sorte de l'isoler à un certain moment, les 30 derniers mètres. Oui, en sorte de l'isoler. Mais comment il a dribblé le joueur, comment il a été marqué le goal, c'est pas toi qui lui as appris. C'est un truc qu'il a. Donc, je parle bien d'équipe première. Hein. Donc, oui. Moi, j'ai une autre question qui m'est venue par rapport on va rester dans le cadre des joueurs, là. Toi, comme tu as eu cette occasion de travailler avec des joueurs amateurs et leur faire passer un cap, selon toi, quel est le profil qui, pour toi, serait le profil du joueur capable de faire amateur, pro, en 2-3 ans comme toi tu as pu le faire? Quel type de joueur, toi, tu as besoin pour justement pouvoir faire ce périple? Parce que c'est un périple. Passer de la D1, enfin de la P1, voire même de la P2, aujourd'hui à la D2 amateur, en si peu de temps, c'est pas tout le monde qui le fait. Et c'est faisable. Malheureusement, en fait, il y a beaucoup de gens qui y croient pas. C'est faisable. Tu peux arriver en D1. Parce que la réalité, même moi en tant que coach, des fois, je suis choqué. J'avais plus de difficultés footballistiques de trouver des solutions en P1 qu'en D3. J'avais plus de difficultés. Et quand je joue contre des équipes de D2, j'ai encore plus de facilité de trouver des espaces. Comment isoler tel joueur, comment trouver tel joueur. Mais plus tu montes, plus c'est facile. C'est ça la réalité. Plus c'est bas, plus c'est difficile. Même pour les coachs. Hein. Je tiens à préciser même pour les coachs, parce que c'est un football où ça court de partout. Les terrains sont plus petits aussi. Exactement. Donc, tu dois vite réfléchir. Ouais. Quand plus tu montes, plus tu as plus d'espace, tu as le temps de contrôler. Il faut juste être propre un peu techniquement, faire les meilleures passes, les meilleures décisions, et c'est tout. Moi, je vais te donner un exemple par rapport à ça. Moi, j'ai un joueur, je vais citer son nom là cette fois-ci, Mamadou.
Il vient de P2. Ça faisait 2 ans qu'il était sans compétition. Quand il arrive au Sporting, en test, je décide de le prendre. Parce que pour moi, il avait des qualités. On prend pour un fou. Il vient de P2. On est en D3. Le gars, ça fait 2 ans qu'il est sans compétition. Son dernier club, c'est en P2. Il n'a jamais même joué en P1. Non. Je vais le faire confiance, ce gars-là. Je vois quelque chose. C'est vrai, de septembre à janvier, il ne joue pas beaucoup. Il joue plus avec la réserve, la P2. Il s'entraîne avec nous, avec l'équipe première, enfin la D3. Après janvier, il commence à jouer, mais il faisait des matchs terribles. Et maintenant, c'est un joueur de D2. Et il y a des clubs de D2 sur lui. Ok. Et le gars, ça fait 3 ans ou 2 ans sans compétition. Son dernier club P2. Même P1, il n'a jamais joué. On ne s'est jamais intéressé à lui. Il me dit, allez, encore une fois, parce que je suis très proche des joueurs, il me dit, coach, franchement, merci. Parce que on ne s'est jamais intéressé à moi. Mais en fait, le gars, il avait des qualités de dingue. C'est incroyable. Le volume qu'il a, techniquement, c'est incroyable. Fallait juste lui donner un peu de confiance. Juste ça. Et avant chaque match, je sais comment me comporter avec certains joueurs. Il y a des joueurs, tu dois rentrer dedans. Il y a des joueurs, tu dois être beaucoup plus calme. Il y a des joueurs, il ne faut pas leur parler. Chacun, tu ne peux pas t'y prendre avec les mêmes joueurs de la même façon. Et ce jour-là, avant chaque match, je lui disais, Mamadou, si tu fais des erreurs, parce que c'est un milieu défensif, t'inquiète pas, c'est pour moi. Parce que je sais qu'il allait jouer relâché. Il faisait des grands matchs. Des gros matchs. Maintenant, c'est un joueur de D2, je suis content. Moi, j'aime ce genre de cas. J'aime ça. Il n'y a pas que lui. Je peux te citer un autre, Marouane El Amrani, central gauche. Maintenant, il est en D2. Quand j'arrive au Sporting, il ne jouait pas en P1. Et je dis, mais ce gars-là, il est en P2. Enfin, il est en P2. Comment ça se fait? Il peut jouer en P1 quand même. Quand je viens, titulaire. Il a pratiquement tout joué. Et maintenant, c'est un joueur de D2. Donc moi, je pense qu'il y a des coachs qui se focalisent trop sur le CV. Et ça, c'est un truc que je n'aime pas. Parce que c'est ce que je dis à mes dirigeants, c'est ce que je dis à mes joueurs. Si j'ai un joueur de 13 ans qui est prêt à jouer en équipe première, je le mets. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. 14 ans, je le mets. Parce qu'il est prêt. Je ne veux pas voir son expérience, son CV. Ça m'importe pas, moi, ça. D'ailleurs, tu penses quoi de ça? C'est un peu la règle en Belgique, hein. Comme on sait tous, ceux qui sont résidents ici savent que la Belgique, c'est un pays où on accentue toujours tout sur l'expérience. C'est toujours l'expérience qui prime. Et que même quand tu vas te présenter quelque part, tu leur dis, mais pour avoir de l'expérience, il faut déjà que je commence. Faites-moi commencer. Non, mais tu n'as pas assez d'expérience. Toi, aujourd'hui, tu as combien d'années d'expérience de coach? En tant que T1 ou... En tant que T1. 3 ans. Tu as 3 ans. Donc tu as 3 ans 3 ans et demi. 3 ans et demi d'expérience. Et pendant ces 3 ans, tu as eu 3 titres. 2. On va dire 2 titres et une montée. Pour moi, c'est comme un titre. Voilà. Ok. Mais maintenant, on sait aussi que dans le milieu du football, surtout dans le milieu des coachs, vu que je connais beaucoup de coachs aussi, il y en a qui, je ne vais pas citer leur nom, hein, mais ça fait des 25 ans qu'ils sont coachs. Même une fois champion, j'ai jamais entendu. Ok ? En sachant qu'en Belgique, c'est une question d'expérience. Maintenant, toi, ton cas, est-ce que tu estimes que tu préfères parler d'expérience ou parler de potentiel? Potentiel, qualité. Expérience, pour moi, c'est des conneries. Je peux te donner un exemple. Cette année au Sporting, on n'a que 3 joueurs qui ont déjà joué en national. Tout le reste, c'est des joueurs de provincial. Mon staff, mon T2, il n'a jamais coaché en équipe première. Il n'a jamais été dedans en équipe première. C'était un coach de U16 ou U15. Mon T3, Anthony, il n'a jamais coaché en équipe première. Il vient de U15 ou U14 Saint-Michel. Ok. Pour moi, c'est des conneries. 3 joueurs de national. Ça veut dire, je pense que la série la D3, nous sommes l'équipe qui avait le moins d'expérience en termes de CV, genre des joueurs qui ont déjà joué en national. Mais pourtant, moi, j'ai jamais coaché en D3. J'étais T2 en D2, oui. Mais jamais coaché en... Pourtant, on est monté. Donc, tu es venu un peu briser l'algorithme. Pour moi, c'est des conneries, l'expérience. Parce que c'est une question que je me pose et que je te poserai. Comment dire ça? Maintenant, un coach qui a 25 ans d'expérience, comme tu dis, 20 ans, mais peut-être qu'il a un seul truc. Et un coach qui a
5 ans d'expérience, ou même on peut le changer en même joueur. Et il a des titres. Il a certaines choses dans son bagage. Mais pour moi, je te pose la question, qui a le plus d'expérience? Ça veut dire 20 ans de carrière, mais tu n'as jamais rien. Tu as peut-être un seul truc, ou 10 ans de carrière, ou 15 ans de carrière. Tu n'as pas grand-chose. Et un qui a moins, mais qui a fait beaucoup. Qui a le plus d'expérience? Pour moi, c'est des... Je sais pas. Mais moi, pour répondre à ta question, du coup, parce qu'on est dans une discussion, on répond, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec toi et je pourrais même encore l'élargir. Je pense que même au niveau de la vie, c'est comme ça, tu vois. Je peux avoir, par exemple, je sais pas moi, un gars, il peut avoir comme toi, moins de 30 ans ou autre, avoir vécu des choses qu'un gars de 60 ans n'a pas vécu. Et donc, du coup, quand on en vient à devoir discuter de ça, ben, celui de 65 ans, peut-être ne saura pas parler parce qu'il n'a pas vécu. Donc, je pense qu'on a un peu perdu, ici en Belgique, le vrai sens du mot expérience, en fait. Pour moi, l'expérience, c'est expérimenter des choses. Tu vois, c'est pas l'âge. Ici, en fait, c'est l'âge, c'est le temps. Tu vois, c'est truc. Alors que pour moi, l'expérience, c'est de pouvoir expérimenter des choses. Et comme tu dis, pour moi, très honnêtement, un mec qui a coaché depuis 3-4 ans, qui a 4-5 titres, m'intéresse plus qu'un mec qui a coaché pendant 25 ans, qui n'a qu'un titre. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, je fais pas attention à ça. Même niveau joueur, quand j'ai des CV, l'expérience, pour moi, ça veut rien dire. Bien sûr. Ça veut vraiment rien dire. Je regarde pas l'âge. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que tu peux apporter. Qualité, potentiel. C'est ça. Et le concret, quoi. Exactement. Et là, ça me fait plaisir parce que j'ai vu qu'un de mes amis, il fait les cours avec moi. Lucas, qui a signé à Tilf, il a mon âge. Bah, je suis content. On fait plus confiance à des jeunes maintenant, en D2. Et le gars, il n'a jamais coaché en équipe première. Il vient des U14, U13 d'une ancienne Gilloise. Moi, ça me fait plaisir quand je vois ça. Je suis très content. Je dis enfin. Pour revenir un peu en arrière, j'ai une petite question qui m'est venue. Comment, selon toi, faudrait-il aborder le côté psychologique avec les joueurs? Tu vois, par exemple, tu dis que tu as un gros lien avec tes joueurs, etc. Et par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est qu'on ne parle pas aux joueurs à tous les jours de la même façon. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Tout le monde n'a pas la même compréhension. J'en ai déjà fait l'expérience, à l'époque où je jouais encore, qu'il y avait des joueurs, quand tu lui gueulais dessus, genre t'es nul, là. Il revient sur le terrain, il te met 5 goals, tu vois, tellement qu'il a l'ego, il dit non, moi il m'a dit ça, tu vois. Tandis qu'il y en a d'autres, quand tu leur dis ça, le mec il arrête le foot. Il revient même plus à l'entraînement, il ose même plus revenir à l'entraînement. Il faut l'appeler, lui dire viens, tu vois. Mais maintenant, toi, comment tu fais pour gérer ça et quel est pour toi le plus important pour un coach, dans ton cas par exemple? Quelle est la chose la plus importante qu'un coach doit communiquer à son joueur pour qu'il soit performant? Je pense que ça arrive à tous les coachs, des fois de crier, peut-être même à quelqu'un de faible mentalement. Ouais. Mais je pense que le message, c'est on n'est pas là pour humilier. On est là pour faire progresser. Et c'est ce que je dis aux joueurs, le football, il n'y a pas de place pour les gens faibles mentalement. Ouais. Surtout en national. Il n'y a pas de place pour ça. Donc, c'est ce que je dis aux joueurs des fois. Si un joueur il prend ça personnel et je veux arrêter le football, je pense que c'est la meilleure décision pour toi alors. Parce qu'il n'y a pas de place pour ça. Tu peux te permettre de faire ça en provincial, mais pas en national. Mais, allez, je suis tellement proche des joueurs, ils savent très bien que je ne fais pas ça pour peut-être redescendre. Non, pour leur bien. J'ai vraiment j'ai toujours eu un gros lien avec les joueurs, que ce soit à Sainte, même ça, j'ai encore contact avec certains joueurs. Olympique, tous les clubs que tu cites là, j'ai vraiment eu un gros lien. Tubize, j'ai vraiment un bon lien avec eux. Je suis pas là pour descendre un joueur ou non, je suis là pour te rajouter une plus-value. C'est ça moi ce qui m'importe. Si je suis là, oui, t'es le meilleur. Ah non, t'inquiète pas, c'est pas grave, la prochaine fois. En fait, tu vas rien apprendre. Il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas de place pour les sentiments, malheureusement. On est là pour un but. Et on a la chance de pratiquer du football. Moi franchement, je me considère très chanceux. À chaque fois quand je vais au foot, je me considère, je me dis, mais vraiment, j'ai la chance. Parce qu'il y a des gens qui vivent pire. Ouais. Parce que, moi, en étant jeune, j'ai eu des boulots un peu de... Tu te lèves à 5 h du matin, tu balayes les rues, des jobs étudiants très hard, très durs. Et du coup, je me dis, mais en fait, je suis chanceux. Il y a des gens qui vivent pire. Au final, c'est que du football.
C'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, je suis très content. C'est pour ça que à aucun match, je ressens de la pression. Aucun match. C'est pour ça, même quand je joue contre des amateurs. C'est un challenge, c'est même encore mieux. C'est encore plus. Oui, pour moi, c'est du plaisir. Bien sûr. Moi, j'ai pas de pression, tranquille. On perd, c'est pas grave. Je me relèverai. Je gagne, tant mieux. Mais c'est pas la fin. On continue à bosser. Donc moi, j'ai aucun problème à affronter la difficulté. Et c'est ce que je dis, peut-être c'est pour ça, c'est ça ma force, c'est que j'ai un vécu qui fait que mentalement, je suis fort. Et que j'ai pas besoin d'être aimé. J'ai pas besoin d'être aimé. Je suis pas là pour que les joueurs m'aiment. Je suis pas là pour que les gens m'aiment. Je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous qu'on m'aime ou pas. Mais à la fin, tu m'aimeras. Exactement. À la fin, tu m'aimeras. Parce qu'il y a des joueurs, même au Sporting, il y a des joueurs qui m'aiment. Je suppose. C'est normal. Tu as 25 joueurs, 24. Impossible que les 24 t'aiment. Mais à la fin, ils t'aiment. Parce qu'ils te disent, avec lui, qu'on a quand même gagné. Hein. Certaines choses qu'on n'a jamais gagnées. C'est le but, c'est tout. Tant mieux pour toi. Mais tu le mérites aussi. Donc, voilà. Très fort, très fort. Ben, déjà, c'est bien. Comme ça, on en sait un peu plus déjà à ce niveau-là. Parce que je vois que tu accordes énormément d'importance au côté psychologique. Oui. Tu vois, c'est ça qui revient à chaque fois. Tu vois, c'est le mental. J'ai une histoire. Dylan Nisipoglou, joueur très connu à Bruxelles. Terrible joueur. Très fort. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai eu, voire le meilleur. On joue la finale contre Saintes. On se prend un peu la tête à l'entraînement. Finale de coupe, hein, Coupe du Brabant. Exactement. Okay. Finale de Coupe de Brabant. On se prend un peu la tête à l'entraînement. Et ça m'arrive, c'est ce que je dis aux joueurs, on peut se prendre la tête. C'est comme une famille. Avec ton frère, des fois, tu n'es pas d'accord, des fois, tu te prends la tête, et c'est comme ça. Mais après, on se revoit, il n'y a pas de problème, on rigole. On se prend la tête. On décide d'aller manger. Je dis, écoute, moi, franchement, je suis nul comme coach. Rends-moi meilleur. Fais-moi gagner cette coupe. Je veux que tu me fasses gagner cette coupe. Parce que je sais que tu es fort. Et fais-moi gagner cette coupe. Le match qui m'a sorti. Masterclass. À la fin, même, je l'ai fait sortir les 3 derniers. Tout le monde l'applaudit. Même le coach adverse l'applaudit. Tout le monde. Je lui dis merci, tu m'as fait gagner cette coupe. Je te remercie. Et il m'est doublé. Et il nous fait gagner. La réalité, c'est que cette coupe, il fait une masterclass. Donc, des fois, il faut savoir jouer avec ça. Des fois, il faut savoir titiller le joueur. L'ego et tout, ouais. Exactement. Des fois, il faut savoir titiller, il faut savoir qui titiller aussi. Mais des fois, il y a certaines choses. J'ai des histoires comme ça, j'en ai plein. Parce que moi, j'aime bien titiller les joueurs. Parce que le foot, c'est un challenge. Il n'y a pas de place pour les peureux. Il n'y a pas de place pour... comme certains coachs, je ne m'assume pas. Non. Tranquille. Cette année, non, je joue le maintien. Allez, en tant qu'homme, même moi au Sporting, oui, le club a déclaré qu'on joue le maintien, c'était l'objectif du club. Mais moi, au fond de moi, je ne joue pas le maintien. Avec le staff, avec les joueurs, on n'a jamais joué le maintien. On vise plus. Parce que moi, si je joue le maintien, honnêtement, je préfère rester à la maison. Je dis honnêtement. Parce que j'aime trop le football pour ça. Pour venir. Et malheureusement, il y a certains joueurs, certains coachs qui ne s'assument pas, en fait. Non, moi, cette année, mollo, calme. Non, assume, va. Si t'échoues, t'échoues. Mais cet échec, ça va te servir pour ton prochain défi. C'est ça. Et ainsi de suite. Parce que la vie, elle est continue. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas, ouais. Elle ne s'arrête pas. La vie, elle est continue. Et ça te sert d'expérience. Peut-être à Crène, moi, peut-être je vais échouer. Peut-être je vais réussir. Mais ce que je suis sûr, c'est que je vais sortir grand. Réussir ou échouer. Je vais sortir grand de cette histoire. J'en suis sûr. Et voilà, c'est ce que je dis. Il faut s'assumer. À un moment donné, il faut dire, oui, moi, je viens pour ça. Moi, quand je suis venu au Sporting, pour la P1, je ne suis pas venu dire, non, je joue le top 8. Hein. Non, je viens, je joue le titre. Je joue le titre, oui. Je ne l'ai pas dit pour la T3 parce qu'il y a une réalité. Tu as 3 jours de national, tu n'as pas d'expérience. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne pouvait pas, parce que je ne peux pas dire ça ici, mais je ne jouais pas vraiment le maintien. Moi, au fond de moi, avec le staff, avec les joueurs, non, les gars, on joue ça. On va jouer le haut du tableau. On va dépasser le top 8 et l'objectif, ce sera le top 5. Et rien d'autre. Si on sort du top 5, voilà, il faut dire que c'est un échec. On apprendra de cet échec-là.
Il faut conditionner les joueurs comme ça, à être des compétiteurs, des gagneurs. Il n'y a pas de peur, en fait. Chaque match, il faut l'affronter. Chaque défi, il faut l'affronter. Regarder ce défi droit dans les yeux et l'affronter. Tu perds, tu gagnes. C'est la vie. C'est tout. Mais tu apprends. Mais j'apprends. Pour moi, c'est le plus important. Tu apprends Moi, j'aimerais maintenant savoir, hein, parce qu'on ne parle pas assez de ces gens-là. Les gens qui critiquent au début, là, qui sont toujours là au début à critiquer, à dire, à faire des commentaires, tout le reste. À l'heure d'aujourd'hui, après tout ce que tu as accompli, est-ce que les discours sont toujours les mêmes? C'est quoi maintenant le discours? C'est en D2, il ne va pas réussir ou il a changé un peu le discours? Je pense que c'est toujours le même discours. Hein. En D2, il ne va pas réussir. Après, je pense qu'il y a plus de respect. Moi, c'est ce qui m'importe. Mais avec mes principes. C'est ça, moi, qui me rend heureux. C'est que j'ai jamais lâché mes principes. Footballistique et humain. Jamais. J'ai toujours été le même. C'est pour ça qu'avec les joueurs, je m'entends très bien. C'est parce que je suis quelqu'un de vrai. Je ne suis pas fou. Quand j'ai un truc à te dire, que ça te plaise ou pas, je vais te le dire en face. Des fois, ça plaît, des fois, ça plaît pas. Mais j'ai toujours été droit et face. Peut-être des fois un peu trop cru. On me reproche ça. Même dans la vie, je suis comme ça. Si je dois te dire un truc, je te dirais en face. Voilà, ça me plaît pas, ça me plaît. Et les joueurs aussi, c'est ce que j'instaure dès le début. Il faut qu'on soit... Pour moi, c'est important. On sort du contexte footballistique, mais on part de la vie, là. On part de la vie, parce qu'il y a le football, il y a l'être humain. Et le plus important, c'est que quand on se voit dehors... Ça, je te dire bonjour. Exactement. On se regarde dans les yeux. Exactement. Rien. On se voit rien. Je t'ai dit certaines choses, tu m'as dit certaines choses, on est d'accord, pas d'accord, mais au moins on s'est dit les choses. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui peut venir me dire que le coach il n'a pas été honnête avec moi ou pas. J'ai toujours été honnête. Enfin, après, peut-être il y a des joueurs, je ne sais pas, franchement, mais pour moi, c'est ça le plus important, c'est l'honnêteté et être droit. Après, pour ta question, c'est... oui, sûrement, il y a plus de respect. Parce que y a certaines personnes du Sporting, au début, tu entends cette critique-là, non, P1 il va échouer, non, Détroit il va échouer, non, les terrains sont dégueulasses, ceci, cela, P1 il va jouer comme ça, mais il va se faire tuer. Il y a d'autres équipes, ils ont un football plus direct, plus méchant, plus second ballon, etc. Et nous, c'était complètement différent. Mais j'ai montré, c'est ça mon défi en fait, c'est ça ma plus grande fierté, c'est pas d'être invaincu, ma plus grande fierté, et c'est pas le titre. Ma plus grande fierté, c'est que j'ai réussi avec mes principes footballistiques. Tu as réussi et tu es resté toi-même. Exactement, de la P2 à la D3. Et aussi avec des clubs nationaux. On joue contre Tubize, en préparation, on fait 1-1 avec leur équipe titulaire, pas de problème. On joue contre des équipes nationales. Oudven, 5e tour de Coupe de Belgique. Si on gagnait, on jouait contre le Lire, je pense, une D1B. Oudven, cette année, ils sont champions. Ils montent en D1 amateur, si je ne dis pas de bêtises. Pourtant, on part chez eux. On fait 3-3. On perd au penalty. On joue pendant 30 minutes ou 40 minutes à 10. Et moi, c'est ce que je dis aux joueurs. Le plus important, c'est qu'on gagne, perdre avec nos principes. On ne se travestit pas. C'est bien dit. Pour moi, ça, c'est important. Franchement, très fort. Hein. Très, très fort. Et je partage vraiment ce que tu dis. Maintenant, j'aimerais savoir, avec tout ce que tu as fait pour l'instant, parce que, certes, c'est vrai que c'est beaucoup, mais je pense, si on doit prendre en compte tes ambitions, c'est encore rien. C'est encore petit. Mais quand tu regardes en arrière, le Reda rêveur que tu étais avant, à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Penses-tu qu'à ce moment-là, tu savais déjà que tu passerais par là? Qu'en soit ce serait la voie que tu choisirais? Ou à ce moment-là, tu avais d'autres objectifs? Ou est-ce que pour toi, ça paraissait peut-être encore impossible? De base, comme je t'ai dit au début, c'est que moi, je ne voyais pas le parcours comme ça, donc je ne m'attendais pas. Donc moi, je me disais que je veux coacher à 37, 38, après ma carrière footballistique. J'aimais trop le football, j'aimais trop jouer au football. Ouais. J'aimais trop. Jusqu'à présent, des fois, l'entraînement, je m'entraîne avec les joueurs. J'aime trop toucher la balle. Donc, non, je ne m'y attendais pas. Mais je me suis battu pour ça.
Parce que le nombre d'heures que j'ai passé, même en tant que joueur, à noter, à poser des questions, à comprendre, même quand je jouais les matchs, j'essayais de comprendre. Des fois, en fait, quand j'étais joueur, je me disais, mais pourquoi on fait ça comme ça et pourquoi on fait pas ça? Mais je n'osais pas dire ça au coach, j'ai tellement de respect pour le coach, je n'ai jamais osé. Mais j'avais déjà des idées. J'ai un bloc-notes quand j'étais joueur, j'ai noté, mais il est rempli. Et des fois, ça m'aide. Jusqu'à présent, ça m'aide. Parce que j'ai affronté tout type de situations, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Parce que j'ai joué aussi au Maroc, j'ai joué en Grèce, j'ai fait ici quelques clubs en national. Donc, j'ai affronté tout type de situations. Donc, je sais. Je sais ce qu'un joueur ressent dans certaines périodes. Dans les moments difficiles. Donc, je sais même mettre à la place du joueur. Et ouais, je me suis battu. Je me suis battu vraiment beaucoup pour. Après, est-ce que je m'attendais à ce que le résultat soit comme ça? Non. Je vais être honnête, non. Parce que il y a tellement de facteurs, tu peux jamais être sûr. Mais est-ce que j'étais sûr que mon football allait fonctionner? Oui. Aucun doute. J'étais sûr. Je savais que ça allait fonctionner. Si les joueurs le voulaient. Si les joueurs étaient prêts à faire les sacrifices. Mais pour mon football, j'avais aucun doute. J'ai jamais douté de mon football. Jamais. Et jamais je douterai. Je sais et je connais. J'ai tout tenté là. Pourtant, on a joué contre des amateurs, des 3 Coupes de Belgique, championnat. Je sais, ça marche. Et si tu devais maintenant t'adresser, on va dire, à des gars comme toi, des jeunes coachs, même des footballeurs, hein, qui, eux, dans leur coin, se disent, comme on s'est toujours dit, en Belgique, c'est que l'expérience, etc. Quel est ce message peut-être que toi, tu pourrais véhiculer aujourd'hui après tout ce que tu as fait pour leur prouver que, comme tu l'as dit, que tout est faisable et tout est possible? Déjà, il faut se battre. Il faut travailler très dur. Je vois des fois certains jeunes coachs qui coachent qui ont la vingtaine, qui coachent des U14, U15. Ce que je dis, il faut encore plus de travail. Ouais. Coach, c'est un travail à temps plein. Honnêtement, c'est un travail à temps plein. Moi, des fois, ça m'arrive de dormir à 3-4 heures du matin. Des fois, je suis couché à 23 heures. J'ai des idées en tête. Je me dis, je dois vite me lever, me le noter sur mon ordinateur, sinon ça va partir. Et des fois, je me réveille, je suis en train de taper, je suis en train de voir certaines séquences. Et ça, tu vois l'heure à 3 heures du matin, 4 heures. Parce que, faut bosser. T'as rien sans rien, en fait, dans la vie. Je viens aussi, parce qu'il y a certains jeunes qui disent, je viens d'un milieu très compliqué, c'est compliqué, ceci, cela. Non. Je viens aussi d'un milieu compliqué. J'ai pas une enfance facile, je viens pas d'un quartier facile. Mais j'ai toujours cru en mon rêve. Toujours. J'ai dit non, un jour, je vais atteindre ça. J'ai toujours cru. Et mon rêve, honnêtement, beaucoup de gens pensent peut-être que c'est devenir professionnel. C'est pas ça. Si ça vient, ça vient. Ça vient pas. Moi, c'est prendre du plaisir, pratiquer le football que j'aime. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est tout. Et au final, c'est au final ça qui va te ramener au top. Parce que le football que tu pratiques, oui, c'est comme si tu me dis, frère, t'as le corps d'un aigle, mais t'es au milieu de pigeons et tu penses que tu vas faire long feu là, mais une fois que tu vas battre des ailes, frérot, tu vas monter. Oui. Moi, c'est pas absolument atteindre le professionnel. Bon, je n'ai pas insulté, je n'ai pas critiqué les coachs de. J'ai pas dit que les autres c'est des pigeons, hein. Attention. Non, moi c'est pas ça, c'est pas atteindre le professionnalisme ou non. Moi, voilà, je atteindre le plus haut possible, oui. Mais moi, ce que je veux, c'est m'améliorer. Moi, je prends du plaisir dans la vie. J'aime la vie. La vie, c'est un amusement. Ouais. Moi, je prends du plaisir. Pour moi, même quand je travaille des heures et des heures, pour moi, c'est de l'amusement. Ça m'amuse. J'aime ça. Donc voilà, donc il faut continuer à rêver, c'est ce que je peux dire à ces jeunes-là, continuez à rêver et vous pouvez le faire. Si moi j'atteins la D2 en 3 ans, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre, il peut atteindre en 1 an ou en 2 ans, sans aucun doute. Et je le souhaite, franchement, ça serait bien qu'il y ait plus de coachs jeunes, des coachs qui viennent de provincial au national. Il faut juste y croire, bosser, être sincère dans son travail. Et quoi que tu passes dans la vie, des moments compliqués, ou facile, ou encore une fois j'insiste, compliqué surtout, dis-toi c'est que 2 passages. C'est que 2 passages, tu vas te relever et tout ce qui te tue pas te rend plus fort. Yes. Ça c'est ma phrase. Totalement vrai. Exactement, donc faut toujours y croire.
Ah ben, écoute, merci en tout cas pour tout ça. Maintenant, étant donné que pour la saison prochaine, tu es le coach de Lessine, de Zacre, pour la saison prochaine, comment ça va se passer? Ben, honnêtement, déjà aussi, pourquoi ce choix? Parce que c'est ça qui est étrange. Moi, je me suis dit, bon, tu as quand même été champion avec le Sporting, vous êtes passé en en D2 amateur. Certains auraient cru peut-être que tu resterais là ou peut-être que tu irais voir un peu plus haut ou ailleurs. Mais pourquoi cette destination-là, en sachant que on sait que c'est un club, je ne dis pas que c'est un mauvais club, hein, mais bon, c'est un club qui stagne déjà depuis pas mal de temps en D2 amateur. Et en plus, c'est un club qui est loin de Bruxelles, où j'imagine qu'il n'y a pas énormément d'étrangers non plus. Donc, pourquoi cet objectif? Bon, moi, je me doute, mais bon, pourquoi cet objectif? ben, déjà, pourquoi j'ai quitté le Sporting? Franchement, c'est un choix. Parce que j'aime pas le confort. Ok. J'aime pas faire une 3e saison. Oui, la D2, sans pression. Ça va être l'objectif du Sporting cette année, c'est le maintien. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le confort. J'allais pas évoluer. Et pour moi, je pense que j'ai tout donné. L'objectif du club, c'était la D3. Je pense qu'on a surpassé l'objectif. Ils sont en D2. Bien sûr. Je pense que l'objectif du club aussi, c'est de rester quelques années en D2, de ne pas monter en D amateur. Et voilà, franchement, je remercie le président, je remercie le comité. J'ai un très bon lien avec eux. Ils m'ont toujours soutenu dans les moments difficiles et les moments faciles. Tout le monde est là, c'est la réalité. Mais dans les moments difficiles, ils m'ont toujours soutenu, toujours été derrière moi. Donc c'est un club que je porterai toujours dans mon cœur. Pourquoi Akren? Parce que déjà, D1, j'étais joueur là. C'était un choix difficile parce qu'il y avait des clubs de D amateurs. Il y avait 2 clubs de D amateurs. C'était vraiment un choix très compliqué, mais je voulais passer par cette D2. Je voulais vraiment passer par cette D2 parce que j'étais joueur là, en D2. Et moi, je suis quelqu'un de curieux. Avant de passer par cette D amateur, de gravir cet échelon de la D amateur, je voulais passer par cette D2. Et c'est un club où j'étais quand même là pendant 2 ans. Le président me fait confiance. J'ai une bonne entente avec le président. Il ne met pas de pression. Franchement, voilà, il ne m'a pas dit voilà, l'objectif, il faut qu'on monte cette année, il faut monter. Je sais que c'est un président qui connaît le football, il aime le football. Donc c'est pour ça que je pense qu'il m'a pris, c'est pour le football aussi. Et il n'y a pas de pression. Il va me laisser travailler, il me laisse travailler. Mais voilà, moi je suis un compétiteur, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je m'assume. Je vais jouer chaque match pour gagner. Il n'y a pas un match où je me dis ah non, match nul ou je me mets en retrait. Non, on va jouer le plus haut possible. Le plus haut possible, même si, oui, c'est une réalité, le club stagne, le club est en D2 depuis longtemps. Mais voilà, je vais là-bas pour aussi apprendre, très important, et découvrir autre chose. Sortir de Bruxelles, découvrir autre chose. Et je pense que ça va bien se passer. Et après, voilà, pourquoi pas une D amateur. Je suis ouvert à tout. Mais maintenant, je suis focus vraiment... pour cette saison à Crène, je pense que ce sera une bonne saison. On peut compter sur toi pour éventuellement un jour devenir sélectionneur du Maroc? Ah. En tout cas, si ça doit arriver, totalement dedans, je le dis, on veut un maillot dédicacé. 2 maillots dédicacés. Parce qu'on est 2 maillots. Franchement, allez, ça serait un rêve. Hein. L'équipe nationale du Maroc, oui, ça serait un rêve. Ouais. Mais pas pour maintenant. D'abord, je veux vraiment marquer ton empreinte. Voilà, rester ici. Je suis bien ici. J'aime la Belgique. Donc, voilà, je veux continuer à apprendre. Moi, c'est ce qui m'apporte actuellement. C'est pas... Ouais. Pour le moment, je ne rêve pas. Je veux juste apprendre, continuer. C'est ce que je fais tous les jours. Apprendre, revoir les entraînements, revoir les matchs. Je veux comprendre le football encore plus que ça. Parce que le football, je pense qu'on peut le... Il y a des choses à comprendre. Maintenant, en discutant avec un coach que je ne citerai pas, très connu, il m'expliquait que voilà, il y a certains espaces qu'on ne sait pas défendre. Indéfendables. Je ne pourrais pas expliquer là, mais il y a des espaces qu'on ne sait pas défendre. Et ça, je suis très curieux par rapport à ça. Je veux comprendre encore plus. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de voyages pour rencontrer, voir le football en Espagne, en Italie, comprendre. Et moi, c'est ce qui m'apporte actuellement. Je veux plus évoluer. Donc voilà. Écoute, le Maroc ou peut-être le Congo. Hein. Pourquoi pas? En tout cas, nous,
Tout ce qu'on va te souhaiter, frère, c'est que tu puisses aller encore plus loin. Merci. D'accord? Plus loin et surtout repartager ton savoir et permettre aussi à des joueurs, comme tu l'as dit, hein, qui étaient amateurs, qui deviennent pros. Nous, c'est ça qu'on aime voir. Exact. Les mecs qui arrivent à se relever. Même d'autres qui étaient autrefois hauts, ils sont redescendus et le déclic, il peut venir de n'importe où, de n'importe qui. Exactement. Bah, on peut citer le cas d'Alvin. Alvin Segbert, oui. Avec qui j'ai amateur. fait une vidéo d'ailleurs. Un très très bon J'ai exemple. bien vu. Et encore d'autres qui vont arriver, il y en a encore plein. En tout cas, frérot, merci pour tout. Merci à toi. On te souhaite une bonne continuation, beaucoup de victoires, beaucoup de montées. Merci. Parce que nous, on attend les maillots. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Chris. Pour vous, totalement dedans, comme d'habitude.